Bonjour à tous. Rachel, merci pour cette invitation et Hanouka Samer. Comme vous le savez, on a une actualité fiscale qui est assez chargée en cette fin d'année 2025 et début 2026. On a des réformes qui étaient prévues, des nouveaux projets de loi qui sont en cours. Ça peut paraître parfois un peu contradictoire. On peut rapidement se perdre dans tous ces détails. Donc, on va essayer de faire de l'ordre. Vous verrez, au final, ça reste très simple et on va vous donner un maximum d'outils pour que vous ayez une compréhension de ces nouvelles réformes et des obligations fiscales pour les holdings. On a pensé donc avec Rachel séparer notre webinaire en trois parties. Alors c'est vrai que le cœur finalement de ce webinaire, ça va être la fin de la dispense déclarative, mais pour pouvoir contextualiser et comprendre ce qui va vraiment changer, on va revenir sur les avantages historiques qu'on avait depuis 2008. L'amendement 168, ça va être la première partie de ce webinaire. On va ensuite vraiment entrer dans le cœur du sujet avec la fin de la dispense déclarative et à la fin, on va aussi vous donner un aperçu d'un projet de loi. On précise, c'est uniquement un projet de loi pour l'instant, mais qui semble très sérieux. Donc, on a jugé utile d'en parler pour vraiment avoir une image globale, excusez-moi, du régime fiscal des Olim, Khadashim et citoyens de retour. Donc, c'est parti. On va commencer par l'amendement 168. Donc, on le connaît tous sans savoir forcément que c'est l'amendement 168. Donc, c'était un amendement de l'ordonnance fiscale israélienne qui est paru en 2007, qui s'est appliqué à partir de 2008. Et en réalité, c'était une véritable réforme exceptionnelle pour les Olim Hadashim. Le but de cet amendement, ça a été d'accorder vraiment des... Le but, donc déjà, c'était de faciliter l'installation en Israël, d'attirer des capitaux, des compétences, et c'est passé à travers des avantages fiscaux, l'article 14 très connu, mais et surtout des avantages déclaratifs présent dans l'article 134 et 135. Avantage déclaratif, on entend par là que les Olim Hadashim étaient et sont toujours pour certains dispensés de déclaration sur les revenus étrangers. On va y revenir, mais c'est en cela que cette réforme était tout à fait exceptionnelle, c'est qu'on n'était pas seulement dans des exonérations fiscales, mais bel et bien également dans des exonérations déclaratives. Alors, les principes fondamentaux et généraux de cet amendement, c'était que ça s'applique pendant 10 ans, ça s'applique à la fois aux Olim Hadashim et aux Toshavim Chosrim, les résidents de retour, donc qu'ils soient Vatikim avec des avantages beaucoup plus larges s'ils ont passé plus de 10 ans à l'extérieur d'Israël, ou bien des Toshavim Chosrim classiques, standards, qui ont passé 5 ans à l'extérieur d'Israël. Euh, on avait une particularité dans cet article 14, c'est que les avantages fiscaux étaient accordés, même, et sont toujours accordés parce que cet article est toujours en vigueur, sont accordés aux personnes qui ont établi leur centre de vie en Israël, même s'ils n'ont pas, même s'ils ne sont pas passés par la case formalisme. Donc, s'ils n'ont pas de Théoudat Olé, qui ne sont pas inscrits au Misra d'Aklita, ces Olim ont également droit aux avantages de l'article 14. On le précise parce que ça a été le cas jusqu'à présent, mais dans le nouveau projet de loi, on voit que ça va changer. A priori, ça va changer. Donc c'est pour ça qu'on tient à le préciser. Donc le point principal qui a précisé et qui a été souvent mal perçu dans cette réforme de 2008, ça a été la nature des revenus qui ont été exonérés. Il faut bien comprendre que les seuls revenus exonérés, ce sont des revenus de sources étrangères. Donc quand on parle de revenus de sources étrangères, intuitivement, on comprend bien qu'on va avoir les revenus passifs étrangers, des loyers perçus à l'étranger, des plus-values sur des biens situés à l'étranger, des dividendes, des intérêts, etc. Tout ça, on arrive assez facilement à le comprendre et à le saisir que ce sont des revenus étrangers. Là où c'est un peu plus délicat et on a eu pas mal d'erreurs, c'est au niveau des revenus actifs. Donc, un revenu actif produit hors d'Israël,
est bel et bien exonéré et sous le couvert de l'article 14. En revanche, et c'est là où c'est plus délicat, les revenus produits en Israël sont exclus. Donc la territorialité du revenu est capitale pour s'assurer que notre revenu est bien exonéré. Donc le lieu de production du revenu, c'est ça ce qui va fixer l'application de l'article 14. Alors on précise, un client étranger, ça ne veut pas dire que c'est un revenu étranger. Ça c'est assez simple, mais on le rappelle quand même. Vous donnez une prestation de conseil depuis Tel Aviv, depuis Jérusalem à un client basé à Paris, mais vous êtes résident fiscal israélien, peu importe est-ce que ce, ce revenu vous est rémunéré sur un compte étranger, sur une société étrangère ou en Israël, ça reste bel et bien un revenu actif israélien fiscalisé en Israël. Même chose, et ça c'est très fréquent, vous avez une société à l'étranger, en France, en Belgique, au Canada, vous dirigez cette société depuis Israël. Donc même si la société a une activité commerciale opérationnel, un établissement stable à l'étranger, mais si le dirigeant est situé en Israël et comment dire participe activement à la direction de son entreprise depuis Israël, son salaire de dirigeant doit bien être fiscalisé en Israël, à distinguer des revenus commerciaux qui, eux, la plupart du temps, restent fiscalisés à l'étranger, au moins sur l'établissement stable qui est à l'étranger. Vous pouvez avoir un IS français et un revenu de dirigeant fiscalisé en Israël. Alors, comment le mettre en place? Bien sûr, il y a plusieurs schémas, plusieurs possibilités. Mais ce qui nous intéresse vraiment aujourd'hui, dans un premier temps, c'est de bien clarifier les choses. C'est-à-dire que une activité prestée depuis Israël correspond bien à un revenu israélien imposable en Israël et qui n'est pas sous le couvert de l'article 14. Et c'est ce point qui a été très souvent mal perçu, qui a été mal compris et qui a engendré de nombreuses erreurs. Et alors, c'est pas, comment dire, ce n'est pas c'est pas vraiment l'objectif qui a été retenu pour l'amendement 272 qu'on va tout de suite étudier, mais moi je pense sincèrement que ça fait aussi partie des objectifs du fisc israélien de relever ces erreurs, de requalifier certains revenus. D'accord? Donc en gros, on avait jusqu'à présent des exonérations déclaratives à l'article 14 pour les revenus étrangers, actifs et passifs, et des exonérations fiscales à l'article 14 et des exonérations déclaratives aux articles 134 et 135. Est-ce que jusque-là, c'est à peu près clair? Ok, très clair. Donc ça, c'était ce qu'on avait jusqu'à présent. Et on a une réforme donc, qui a mis longtemps à voir le jour, qui a été publiée en avril 2024, donc l'amendement 272 de l'ordonnance fiscale israélienne, mais qui ne va s'appliquer seulement aux lignes qui vont effectuer leur alia à partir de janvier 2026. Alors, dans cet amendement, les exonérations fiscales, donc l'article 14 et les exonérations des revenus passifs étrangers, des revenus actifs étrangers, restent toujours exonérés d'impôts. Il n'y a pas de changement par rapport à ça. Ce qui est remis en cause, c'est la dispense déclarative. D'accord? Donc, l'article 134 et 135 sont clairement supprimés ou modifiés dans leur fondement à partir des aliotes de janvier 2026. Donc, voilà, donc ça, on a bien le distinguo avant ALIA avant janvier 26, ALIA après janvier 2026. Si vous avez déjà effectué votre ALIA, ça veut dire que si vous avez déjà établi votre centre de vie en Israël, au sens de l'article 14, vous n'êtes pas concerné par cet amendement 272. D'accord? Donc, c'est important quand même de le savoir. Alors, les objectifs officiels, officieux de cet amendement, premièrement, bien sûr, c'est de s'aligner sur les standards de l'OCDE. Il faut savoir qu'Israël, au final, c'était une exception déclarative. Ne pas déclarer ses revenus étrangers alors qu'on est résident fiscal israélien, c'est assez unique. Dans la plupart des pays de l'OCDE, lorsque vous êtes résident fiscal d'un pays, vous déclarez vos revenus mondiaux. Donc, un citoyen, un résident fiscal français
est emmené à déclarer ses revenus mondiaux. Après, si on a des avantages fiscaux, c'est autre chose, mais a priori, tout doit être déclaré. Donc l'objectif premier de l'amendement 272, cette nouvelle loi en vigueur pour l'éoline de 2026, c'est de s'aligner sur les standards de l'OCDE. On va être emmené à déclarer tous nos revenus. Mais on a aussi un objectif, on ne peut pas se le voiler, et c'est clair que c'est aussi un des objectifs principaux de cette réforme, c'est de réduire les erreurs d'Eolim qui, pendant 10 ans, pensaient avoir une exonération fiscale totale, réduire les erreurs de qualification de revenus, penser que son revenu est un revenu étranger alors que c'est bel et bien un revenu israélien. Donc l'objectif avec ces nouvelles déclarations, ça va être de donner plus d'informations au fisc, de permettre au fisc de connaître vos flux financiers et de pouvoir requalifier certains revenus que vous considérez, qu'on considérait comme étrangers, on va pouvoir les reconsidérer comme des revenus israéliens. Ça, c'est très important. Et en deux mots, ça met à découvert notre organisation fiscale et tous nos flux financiers. Concrètement, comment ça va se passer? Donc, dans les déclarations pour les all qui ont effectué leur ALIA à partir de janvier 2026, on va avoir une nouvelle annexe. Je ne l'ai pas intégrée au formulaire, mais je vais vous l'expliquer à la présentation, mais je vais vous l'expliquer. C'est l'annexe 1324 Aleph. Et dans cette annexe, les all vont devoir déclarer tous les revenus étrangers. Donc, on prend un exemple très simple. Vous effectuez votre ALIA en janvier 2026. Vous avez des revenus de sources étrangères comme des loyers aux États-Unis, une retraite française, des plus-values en cours d'année. Vous allez devoir déclarer tout ça. Vous allez devoir joindre une annexe à votre déclaration annuelle et déclarer tous ces revenus étrangers. On va avoir une transparence fiscale qui va être la norme en Israël et on va rejoindre là-dessus les pays de l'OCDE. Donc jusqu'à présent, le fisc pouvait ne même pas être au courant de vos retraites françaises, de vos plus-values françaises, etc. Ça sera plus le cas. On devra tout déclarer. C'est une obligation. C'est en cela que cette réforme va vraiment mettre de l'ordre dans les flux financiers des holdings. On a également un changement qui va concerner la détention de sociétés à l'étranger et les déclarations de patrimoine. Donc, aujourd'hui, lorsqu'un Olé Hadash exerce le contrôle d'une société étrangère depuis Israël, bien que d'après le droit interne, si on rentre dans la définition d'une société israélienne, dans le droit israélien, si une société est contrôlée et dirigée depuis Israël par un Israélien, donc, donc si on a un contrôle et une direction d'une société étrangère depuis Israël, normalement, cette société est considérée comme israélienne. Mais dans l'article 14 et dans les réformes de 2008, ces sociétés n'étaient pas considérées comme des sociétés israéliennes pendant les 10 ans de la Halia. Alors, cet amendement 272 donne le droit au fisc de vous interroger sur vos sociétés israéliennes. D'accord? Donc, comment ça va être appliqué? On ne le sait pas encore parce que les Horaot Bitsoua ne sont pas encore sortis. Il y a encore pas mal de sujets qui sont en suspens. Le texte de loi est bien passé, mais la façon de l'appliquer, euh, quelles sont les sociétés qui vont être interrogées, comment on va devoir déclarer exactement ces sociétés, on ne le sait pas encore exactement, mais l'idée et la philosophie de cette loi au final, c'est bel et bien de donner la possibilité au fisc de vous interroger sur ces sociétés étrangères. Même chose par rapport à la déclaration de patrimoine. Alors, qu'est-ce que c'est que la déclaration de patrimoine? Déjà, elle ne concerne pas tous les résidents fiscaux israéliens. Elle ne concerne a priori, d'une façon systématique, que les résidents fiscaux qui ont un dossier au fisc. Contrairement à ce qui se passe par exemple au niveau français, en Israël, pas tous les Israéliens ne sont soumis à une déclaration de revenus annuels. C'est-à-dire qu'un salarié avec un salaire inférieur à un certain seuil qui évolue chaque année, aux alentours des 700 000 shekels, n'est pas tenu, s'il n'a que des revenus en tant que salarié, n'est pas tenu de déposer une déclaration annuelle de revenus.
Donc, on a beaucoup de citoyens israéliens qui ne déposent pas de déclaration de revenus annuels, qui ne déclarent pas leur patrimoine, parce que cette déclaration n'est réclamée par le fisc qu'aux indépendants et dirigeants de sociétés. Parfois, on a une demande spécifique du fisc sur, voilà, auprès de certains contribuables, si le patrimoine est important ou s'ils ont des bonnes raisons de penser que les revenus de ce patrimoine ne sont pas déclarés. Mais en tout cas, jusqu'à présent, pendant les 10 ans de la LIA, les Olim n'étaient pas tenus de déclarer le patrimoine étranger dans leur déclaration de patrimoine. Pour les Aliyot, à partir de 2026, ça change. Et lorsque vous avez une demande de déclaration de patrimoine, vous devez déclarer tout votre patrimoine, y compris le patrimoine étranger. D'accord? Donc ça, c'est très important et ça modifie énormément l'ampleur de cette déclaration de patrimoine. Rachel, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que... Il y a une question, si tu veux l'aborder maintenant, mais je pense qu'il vaut mieux la garder pour la fin. C'est Stéphane qui demande, ils ont fait leur alliance en février 2024, ils ne sont pas encore résidents fiscaux israéliens car ils font des allers-retours 5 mois en Israël, 7 mois en France. Nous attendons de vendre notre résidence principale pour déménager. Donc après janvier 2026, doit-on faire une déclaration? Je connais la réponse, mais je te laisse le kavod de lui répondre. Alors, c'est un sujet qui est réellement délicat parce qu'il faut savoir que le critère de l'installation en Israël, c'est d'avoir établi son centre de vie en Israël. Donc, c'est vraiment à étudier au cas par cas. Le fait d'avoir fait un aller-retour technique pour régler des problèmes ne remet pas forcément en cause l'installation, mais ça, c'est vraiment des sujets à étudier au cas par cas pour savoir est-ce que on peut considérer l'ALIA effectuée, c'est en 2024, j'ai pas lu la question, ou en 2025, est réellement considérée comme une ALIA ou pas encore. Donc ça, c'est vraiment au cas par cas à étudier avec tout un faisceau d'indices. On questionne donc la personne, on s'interroge sur différents points, la famille, l'appartement, l'activité professionnelle, les revenus, etc. Et en fonction, on essaye de dégager on essaye de dégager finalement le sujet final. Est-ce que le centre de vie a bien été déplacé en Israël ou pas? Et c'est en fonction de cela qu'on verra est-ce qu'on appartient à à la catégorie des personnes qui ont effectué la l'IA avant 2026 et qui sont concernées du coup par les exonérations déclaratives, ou est-ce que non, la l'IA est en 2026 et du coup, on n'a plus ces exonérations déclaratives. Oui, Alors, il y a Shlomo. encore d'autres questions qui sont arrivées, Shlomo, mais c'est vraiment du cas par cas. Donc, je préfère qu'on continue avec la présentation et on essaiera de répondre à quelques questions générales en fin de présentation. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, on récapitule ce qu'on a vu dans les deux premières parties. Donc, c'est très simple. On avait le régime historique de 2008 qui accordait les exonérations déclaratives et fiscales. Au final, cet amendement 272 ne remet pas en cause toutes les exonérations déclaratives. Ça vient simplement des exonérations fiscales, pardon. Ça vient simplement remettre en cause des exonérations déclaratives. Donc, l'article 14 reste en vigueur. Les articles 134 et 135 ont été supprimés ou modifiés. On a vu qu'on va devoir déclarer ses revenus étrangers. Maintenant, donc, moi, je propose qu'on aborde donc la troisième partie de cette présentation, de ce webinaire. Donc, on l'a dit, à partir de l'ADIA de janvier 2026, enfin, ça a toujours été le cas, les revenus israéliens, les revenus actifs israéliens ne sont pas concernés par l'article 14. Donc on reprend le dirigeant d'entreprise israélien qui dirige une société étrangère qui est Oleh Hadash, ses revenus ne sont pas concernés par l'article 14. La personne qui donne des consultations depuis Israël, qui travaille depuis Israël pour des clients israéliens n'est pas concernée par l'article 14. Ces revenus sont considérés comme des revenus actifs israéliens, fiscalisés comme des revenus classiques israéliens, absolument aucune exonération de l'article 14. C'est ce qu'on avait jusqu'à présent. Il y a un peu plus d'un mois maintenant, le ministre Bezalel Smotrich a annoncé un projet de loi
qui est censé accorder des revenus, des exonérations fiscales, pardon, sur les revenus actifs israéliens. On était très étonnés parce que c'était une annonce qui était faite en fin d'année, applicable à partir de 2026. C'est une exonération exceptionnelle, mais on a été très surpris de constater que la semaine dernière, le projet de loi est déjà paru. On a déjà un Tazkir Rogue du 8 décembre 2025. Donc, ce n'est qu'un projet. On ne sait pas comment ça va se passer au final, qu'est-ce qui va être retenu dans ce projet, mais il semblerait qu'on s'oriente vraiment vers un procédé législatif très rapide et que ce projet de loi puisse, il est très probable que ça passe. Encore une fois, on le répète, on le martèle, c'est un projet, il peut y avoir des changements, des modifications, mais on vous en parle quand même. Alors, le but de ce projet est très clair, comme l'article 14, c'est vraiment d'encourager l'ALIA, d'encourager le retour en Israël, d'attirer des revenus actifs en Israël, de soutenir l'économie, la consommation des ménages, l'implantation de nouvelles structures en Israël, développer le commerce interne israélien. Il faut savoir que, d'après les projections de la Commission des finances, le coût est estimé à 500 millions de shekels pour cette réforme. Vous allez voir à quel point cette réforme est importante. Donc, un demi-milliard de shekels, c'est vraiment pas rien, mais en même temps, on le sait très bien, toutes les vagues d'Alia se sont accompagnées par un développement de l'économie israélienne. Ça a soutenu l'économie israélienne. C'est le but aujourd'hui, c'est une logique long terme pour l'économie israélienne. Alors, la première chose qu'on retrouve dans ce projet de loi, donc il faut comprendre que c'est un projet qui est vraiment sans équivoque, hein. Le Tazkir Roque s'intitule, si je vous le traduis en français, encourager l'ALIA et le retour en Israël à travers des avantages fiscaux. Donc le but, forcément, ça va être d'encourager une installation durable. Et donc, pour cela, on a une rupture avec l'article 14. L'article 14, on pouvait en bénéficier simplement en établissant son centre de vie en Israël, sans avoir forcément de Théouda Tolé. Avec ce projet 2026, il faut une alia formelle. Il faut passer par le Misrad Aklita. Il faut une Théouda Tolé. Il faut être éligible au Chok HVout, etc. Pas mal de détails qui restent à préciser, mais au final, on veut quelque chose de beaucoup plus formel pour encourager une alia durable. D'accord? Donc ça, c'est bien à prendre en compte. Donc, le champ d'application, donc ça va concerner les aliotes à partir de janvier 2026, comme l'amendement 272, même si ça n'a rien à voir, mais c'est bien uniquement pour les aliotes à partir de janvier 2026. Il était à un moment donné question d'élargir le champ d'application aux aliotes depuis la date de l'annonce. Ça, moi, je l'ai pas vu dans le projet de loi qui a été publié. Le projet de loi, a priori, ne va s'appliquer qu'aux aliotes de janvier 2026. Encore une fois, ça peut changer, mais c'est le projet actuel. Les revenus qui vont être concernés, ce ne sont que les revenus actifs israéliens. Le fameux dirigeant d'entreprise dont on a parlé, ou le fameux consultant qui exerce depuis Tel Aviv, on va avoir des exonérations sur ces revenus. On va passer à l'étape chiffrée juste après, mais c'est bien ces revenus qui sont concernés. Les revenus passifs ne sont absolument pas concernés par ce projet de loi. Donc vous avez des loyers israéliens, des dividendes israéliens, des plus-values israéliennes, des revenus immobiliers, tout ça, ça ne va, ça ne va absolument pas être concerné par ce projet de loi, a priori, dans l'état actuel du projet de loi. Donc les exonérations, comme on vous l'a dit, c'est vraiment, vraiment très conséquent. Je n'ai pas mon souvenir connu d'exonération aussi importante. Pour les revenus actifs de 2026 et 2027, les all d'après ce projet, vont bénéficier d'une exonération totale sur 1 million de shekels. Ensuite, on va basculer sur 600 000, 350 000 et 150 000 shekels. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que une personne qui a par exemple 1 200 000 shekels de revenus actifs va avoir 1 million de shekels d'exonération,
puis les 200 000 shekels restants vont être appliqués au barème classique qui s'applique à tous les citoyens israéliens et vont bénéficier également des Nekudot Zikouï, des points d'abattement sur ces revenus. Donc en réalité, on va avoir des personnes qui vont se retrouver avec 1 200 000, 1 300 000 shekels d'exonération fiscale. Et il faut bien comprendre qu'a priori, cet article se cumule avec l'article 14. Enfin, ce projet de loi va se cumuler normalement avec l'article 14. Donc, une personne qui travaille, je prends un exemple tout simple, 2 tiers de son temps depuis Israël et 1 tiers de son temps hors d'Israël, va bénéficier d'une exonération sur le tiers de ses revenus produits hors d'Israël à travers l'article 14. Et sur les 2 tiers de ces revenus produits en Israël, on va avoir, a priori, on va avoir cette exonération qui est dans ce projet de loi. Donc, on va pouvoir avoir des avantages fiscaux, des exonérations fiscales considérables. C'est vraiment des exonérations très, très importantes. Je propose de faire un petit comparatif synthétique sur les Aliyot avant 2026 et après 2026. Donc, sur les Aliyot avant janvier 2026, on a bien l'exonération fiscale et déclarative. À partir de janvier 2026, encore une fois, pour les Aliyot à partir de janvier 2026, nous n'avons plus que l'exonération fiscale. L'exonération déclarative n'existe plus. On va devoir déclarer dans notre déclaration de revenus annuels les revenus étrangers, passifs, actifs, etc. Tout ça, ça va bien devoir être intégré dans notre déclaration des revenus. Et enfin, comme on a vu, on a un projet de loi visant à octroyer des exonérations déclaratives, des exonérations fiscales, pardon, sur les revenus actifs israéliens, qui vont pouvoir être combinés, ces exonérations fiscales vont pouvoir être combinées avec l'article 14. D'accord? Donc ça a été les 3 parties de notre webinaire. Euh, donc si on devait résumer un peu donc les messages clés, les exonérations fiscales sont à distinguer des exonérations déclaratives, ça on l'a bien compris. L'amendement 272 est applicable pour les aliodes réalisés à partir de 2026. La qualification du revenu, c'est ça, elle est centrale. D'accord? Donc c'est-à-dire que votre revenu soit israélien ou étranger, c'est ça qui permet de le faire entrer dans l'article 14 ou pas. Comme on va être à découvert vis-à-vis du fisc israélien, il faut bien penser à structurer sa fiscalité, à bien clarifier la nature et la territorialité de ses revenus.